l'hélicoptère de transport souleva un nuage de neige en descendant vers l'aire d'atterrissage. Même de l'intérieur, je pouvais imaginer à quel point il ferait froid lorsque les portes s'ouvriraient. Le vent antarctique hurlait en frappant la structure métallique, nous avertissant de ce qui nous attendait dehors. Le pilote m'a fait un signe du pouce lorsque les hélices ont ralenti, me signalant que je pouvais descendre. J'ai bien serré ma capuche autour de mon visage et j'ai fait un pas dans le matin gris du mardi. Le froid m'a frappé comme un coup physique, me coupant le souffle malgré les couches de vêtements spéciaux que je portais. La station de recherche se trouvait à environ 50 mètres, un ensemble de modules reliés entre eux qui semblaient minuscules dans le paysage blanc infini qui s'étendait à perte de vue. Une silhouette est sortie de l'entrée principale et a marché vers moi dans la neige. Il avançait d'un pas assuré, comme quelqu'un qui avait parcouru ce chemin d'innombrables fois, légèrement voûté par le vent, mais sans se soucier des conditions qui me faisaient déjà trembler. « David Miller ?» cria-t-il pour couvrir le bruit des pales de l'hélicoptère qui s'éloignait. « C'est moi !» ai-je répondu en attrapant mon sac d'équipement que le pilote avait laissé tomber. « Samuel Torres, tout le monde m'appelle Sam. » Il ne m'a pas tendu la main, mais m'a simplement indiqué la station. « Entrons avant de mourir de froid. » Je le suivis dans la neige tassée, mes bottes craquant à chaque pas. L'hélicoptère décolla derrière nous et je réprimai l'envie de me retourner pour le regarder s'éloigner. Mon dernier lien avec le monde extérieur disparaissait. « C'est votre première fois en Antarctique ?» demanda Sam lorsque nous arrivâmes à la porte du SAS. « J'ai suivi une formation pour le froid en Alaska, mais rien ne peut se comparer à ça. » Sam acquiesça en tapant un code sur le clavier. Rien ne peut se comparer. La porte extérieure s'est ouverte et nous sommes entrés dans une petite chambre. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, la chaleur a commencé à revenir dans mes membres. Sam a retiré ses vêtements d'extérieur, suspendant méthodiquement chaque pièce au crochet prévu à cet effet. Je l'ai imité, remarquant à quel point ses mouvements étaient précis et efficaces. Rien de superflu. Une fois déshabillé, j'ai pu voir Sam Torres pour la première fois. Il avait une quinzaine d'années de plus que moi, les cheveux courts et pratiques, avec des mèches grises. De profondes rides entouraient ses yeux, comme celles que l'on voit chez ceux qui ont passé des années à plisser les yeux à cause de l'éblouissement de la neige. Ses yeux sombres m'évaluèrent rapidement et j'eus la nette impression d'être catalogué et jugé. La porte intérieure s'ouvrit, révélant un couloir éclairé par des lampes de fluorescentes. Les murs étaient de métallique, avec des rangées de tuyaux et de câbles. La fonctionnalité primait sur l'esthétique. « Les principaux nœuds sont ici, » dit Sam en me guidant. « Je vais tout vous montrer, je vais vous installer dans votre cabine. » Nous avons traversé une série de modules reliés entre eux, chacun ayant sa propre fonction. Sam les désignait au fur et à mesure que nous avancions. La salle à manger et la cuisine. Nous cuisinons à tour de rôle. Rien d'extraordinaire, mais c'est mieux que les plats préparés qu'on nous envoyait avant. Il désigna une pièce avec plusieurs tables. Là, c'est la salle commune. Il y a des livres, des jeux, une collection de films. À côté, le centre de communication, les rapports hebdomadaires, à la base, les protocoles en cas d'urgence. Votre laboratoire se trouve dans l'aile Est, les quartiers d'habitation dans l'aile Ouest. J'essayais mentalement de dresser un plan pendant que nous marchions. La station était plus grande qu'elle ne semblait l'être de l'extérieur. Un labyrinthe de couloirs reliant des pièces spécialisées. « Combien de personnes y a-t-il ici ?» demandai-je, remarquant à quel point l'endroit semblait vide. Pour l'instant, il n'y a que nous. Jusqu'à récemment, nous étions 4. Il n'en reste plus que 2, en attendant que des remplaçants soient envoyés. Quelque chose dans son ton m'incita à le regarder de plus près. Son visage s'assombrit, mais il continua à marcher. Avant que je n'ai pu poser d'autres questions,
Nous sommes arrivés à mon futur laboratoire, une pièce remplie d'équipements destinés à analyser des carottes de glace. Mais les recherches sur les conditions atmosphériques anciennes, emprisonnées dans la glace antarctique, étaient la raison pour laquelle j'avais accepté cette mission de 2 mois. Le laboratoire était bien équipé, avec du matériel plus récent que celui auquel j'avais accès à l'université. « Tout est à votre disposition », dit Sam. « Le chercheur précédent a tout rangé. Vous devriez trouver ici tout ce dont vous avez besoin. » « Le chercheur précédent ?» demandai-je. Sam serra les mâchoires. « Nous y reviendrons. Finissons la visite. » Il me montra le reste des installations avec la même efficacité. Les entrepôts, les générateurs de secours, l'infirmerie. Tout au long de la visite, je remarquai à quel point la station était silencieuse. Les seuls bruits étaient le ronronnement constant des systèmes de ventilation et l'écho de nos pas sur les sols métalliques. Nous avons terminé dans une petite pièce de l'aile ouest. « Votre cabine » a dit Sam en poussant la porte. « Les salles de bain sont communes, 2 portes plus loin. Les repas sont servis à 7 heures, midi et 6 heures. Le reste du temps, vous êtes libre. » La pièce était modeste, mais fonctionnelle. Un lit, une table, une armoire et une petite étagère avec quelques livres de poche usés, laissés par les occupants précédents. Une minuscule fenêtre donnait sur un paysage blanc et un ciel gris. Je posai mon sac personnel sur le lit. « Merci pour la visite. » Sam ne partit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit une carte plastifiée. La partie la plus importante de la formation, elle était juste là. Il me tendit la carte. 6 règles y étaient imprimées. Première, ne prêtez aucune attention aux silhouettes en combinaison noire à l'extérieur de la station. Deuxième, ne travaillez jamais dans le laboratoire après la tombée de la nuit. Troisième, portez toujours un équipement de protection, même pour les procédures simples. Quatrième, si de la musique retentit dans le système de communication interne, trouvez immédiatement un casier ou un espace clos. Cinquièmement, ne sortez pas pendant les tempêtes de neige, quoi que vous entendiez. Sixièmement, ne croyez pas les messages provenant d'autres bases sans les vérifier. J'ai lu la liste 2 fois, m'attendant à ce que Sam sourie ou dise qu'il s'agissait d'une blague classique pour les nouveaux arrivants. Son expression est restée grave. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en retournant la carte pour voir s'il y avait des informations supplémentaires au verso. Il n'y en avait pas. Ce sont les règles, elles ne sont pas négociables. J'ai regardé à nouveau la liste. C'est absurde. D'où viennent ces gens en costume? Et c'est quoi cet avertissement sur la musique? Sam a croisé les bras sur sa poitrine. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez cela maintenant. Contentez-vous de les suivre. Est-ce une sorte de blague que les vétérans font aux nouveaux chercheurs? Ce n'est pas une blague. La voix de Sam s'est abaissée. Il y a 3 semaines, un chercheur nommé Marcus a vu un homme en costume noir debout dans la neige. Contre mon avertissement, il lui a fait un signe de tête. Marcus était un type sympathique. Il voulait toujours trouver un terrain d'entente avec les gens. Le fait que Sam ait dit « lui » et non « l'homme » m'a mis mal à l'aise. Le lendemain, Marcus est allé vérifier quelque chose à la station de surveillance atmosphérique. 500 mètres, cela devait lui prendre 20 minutes. Il n'était jamais revenu. Il s'est perdu dans la tempête, ai-je supposé. Il n'y avait pas de tempête, c'était une journée claire. La visibilité était bonne. Sam tapota la carte plastifiée dans ma main. L'équipe de recherche a trouvé ses traces dans la neige. Elle s'interrompait brusquement, comme s'il avait été soulevé dans les airs. Depuis, aucune trace de lui. Un frisson me parcourut, qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Le visage de Sam ne trahissait aucune trace de tromperie, seulement une sombre certitude qui me donna la chair de poule. Ces règles ont-elles un rapport avec ce qui est arrivé à Marcus?
Elles sont là pour vous permettre de rester en vie, corrigea Sam. Ce n'est pas mon premier hiver ici. J'ai vu des chercheurs arriver et repartir. Ceux qui respectent les règles rentrent dire chez eux. Ceux qui ne les respectent pas. Il ne termina pas sa phrase. Je voulais contester, souligner à quel point tout cela semblait irrationnel. Des silhouettes en combinaison noire, en Antarctique. De la musique diffusée par interphone qui oblige les gens à se cacher. Mais le sérieux mortel dans les yeux de Sam m'a arrêté. « Je n'essaie pas de vous faire peur », a-t-il poursuivi, même si ses mots faisaient exactement cela. C'est une bonne station. Des recherches importantes y sont menées. Mais certains aspects de cet endroit échappent à la logique. N'essayez pas de leur trouver un sens. Contentez-vous de suivre les règles. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Le dîner est à 6 heures. On se voit à la cantine. Après le départ de Sam, je me suis assis sur le bord du lit, les yeux fixés sur la carte plastifiée. Mon esprit scientifique s'insurgeait contre tout ce qu'il m'avait dit. Il devait y avoir des explications rationnelles, une paranoïa provoquée par l'isolement, des illusions collectives dues à la longue nuit antarctique ou une simple interprétation erronée des phénomènes naturels. Mais tandis que je déballais mes affaires et m'installais dans mon petit espace de vie, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Le silence semblait trop complet, trop pesant, les couloirs trop vides et la certitude de Sam quant aux règles trop absolues pour être simplement ignorées. J'ai posé la carte plastifiée sur la table, à un endroit où je pouvais la voir. Peut-être que Sam était simplement trop prudent après avoir perdu un collègue. Peut-être y avait-il des dangers environnementaux spécifiques à cette région qui avaient été simplifiés en ces règles étranges. Ou peut-être que l'isolement de l'Antarctique affectait les gens d'une manière que je ne comprenais pas encore. À l'approche du soir, j'étais assis à ma table, examinant les paramètres de recherche pour mon projet. Mais mes yeux revenaient sans cesse sur cette carte. Ma curiosité scientifique luttait contre une inquiétude grandissante. Une partie de moi voulait vérifier ces règles, prouver qu'elles n'étaient que des superstitions inutiles. Une autre partie, plus primitive, me murmurait que Sam avait survécu ici pour des raisons que je ne comprenais pas encore. L'éclairage de la station s'est légèrement atténué, indiquant le passage à la soirée. Derrière ma petite fenêtre, le paysage antarctique s'est estompé pour prendre une teinte gris plus profond. Lorsque la faible lumière du jour s'est éteinte, je me suis levé pour aller dîner, mettant la carte plastifiée dans ma poche. Quoi qu'il se passe ici, j'aborderai la question de manière méthodique, comme n'importe quel autre sujet scientifique. Observer, collecter des données, formuler des hypothèses. Mais tandis que je marchais dans les couloirs silencieux menant à la salle à manger, la tension qui imprégnait cette station isolée semblait se resserrer autour de moi. Quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Je ne savais tout simplement pas encore quoi. Je me suis réveillé vers 6 heures après une nuit agitée. Malgré la fatigue du déménagement et de la formation de la veille, mon esprit revenait sans cesse à l'avertissement de Sam et à cette étrange carte plastifiée. Les 6 règles semblaient déplacées dans un institut de recherche scientifique, ressemblant davantage à des superstitions qu'à des protocoles de sécurité. Dans la lumière du petit matin, la petite cabine semblait encore plus exiguë. J'avais laissé mes vêtements étalés depuis la veille, une habitude que j'avais prise à l'université, lorsque les sessions de laboratoire matinales exigeaient une efficacité maximale. Une fois habillé, j'ai pris la carte sur la table et j'ai relu les règles. La règle numéro 1 ressortait particulièrement. Ne prêtez aucune attention aux personnes vêtues de costumes noirs à l'extérieur de la station. À la lumière du jour, tout cela semblait absurde. Qui se promènerait en Antarctique en costume? J'ai néanmoins glissé la carte dans ma poche. Le couloir était calme,
lorsque je me suis dirigé vers la salle à manger. Sam était assis à l'une des tables avec une tasse de café et une tablette, lisant quelque chose avec une attention intense. Il a levé les yeux lorsque je suis entré. « Vous vous êtes levé tôt », a-t-il dit. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dirigé vers la machine à café. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Sam m'a indiqué une chaise en face de lui. Le petit déjeuner est simple. Flocons d'avoine, barres de protéinés, fruits. Servez-vous. Je me suis servi des flocons d'avoine et je me suis assis. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes avant que je ne décide d'aborder la conversation de la veille au sujet des règles. « Vous les suivrez », m'a interrompu Sam. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Oui, je veux simplement mieux les comprendre. Sam a posé sa tablette. Il n'est pas nécessaire de les comprendre. Le respect, oui. Son ton indiquait clairement que le sujet n'était pas négociable. J'ai fini mon petit déjeuner pendant que Sam m'exposait mes tâches de recherche pour les 2 prochains mois. La collection de carottes de glace est vaste. Les équipes précédentes ont cartographié la plupart des échantillons en fonction de leur profondeur et de leur âge approximatif. Votre tâche consiste à analyser la composition de l'atmosphère, en particulier les marqueurs de carbone. Compris. Je commence aujourd'hui. Après le petit déjeuner, Sam m'a accompagné au laboratoire. Contrairement à la visite d'hier, il a pris le temps de me montrer le matériel spécifique que j'allais utiliser et les protocoles de sécurité. La chambre de conservation maintient une température constante pour les carottes de glace, expliqua-t-il en montrant le grand congélateur contre le mur du fond. L'équipement d'extraction se trouve là-bas. Le poste informatique est équipé d'un logiciel d'analyse. Le laboratoire était impressionnant, mieux équipé que celui auquel j'avais accès à l'université. De grandes fenêtres longeaient de l'un des murs, offrant une vue sur un paysage blanc à perte de vue. La lumière du matin projetait de longues ombres bleues sur la neige. « Je serai dans la salle de communication si vous avez besoin de quoi que ce soit », dit Sam. « N'oubliez pas, le travail en laboratoire se fait uniquement pendant les heures de clarté, conclus-je. Je m'en souviendrai. » Sam acquiesça et me laissa travailler. Pendant les heures qui suivirent, je me familiarisai avec l'équipement et parcourus les notes du chercheur précédent. La collecte de données était minutieuse. Les échantillons étaient catalogués en fonction de leur profondeur, de leur emplacement et de leur âge estimé. Certains des carottages les plus profonds contenaient des bulles d'air emprisonnées depuis plus de 20 000 ans, autant de fenêtres sur l'atmosphère primitive de la Terre. Vers midi, j'ai fait une pause pour me dégourdir les jambes. Je me suis approché de la fenêtre en me frottant les yeux après avoir passé des heures devant les écrans d'ordinateur. Le paysage antarctique s'étendait à perte de vue. Un néant blanc infini sous un ciel pâle. Le soleil était bas, même en plein midi, projetant cette étrange lumière diffuse caractéristique des régions polaires. Et c'est alors que je l'ai vu. Au début, j'ai pensé que c'était une ombre ou un jeu de lumière sur la neige. Mais lorsque mes yeux se sont focalisés, j'ai distingué une silhouette debout à environ 50 mètres du bâtiment. Un homme parfaitement immobile. Il portait un costume noir parfaitement taillé. Pas de manteau, pas de chapeau, pas de gants. Rien qui puisse le protéger du froid meurtrier qui régnait à l'extérieur. La silhouette se tenait parfaitement immobile, face à la gare, face à moi. Je clignais fortement des yeux, persuadé que j'avais des hallucinations. Lorsque j'ouvris les yeux, la silhouette était toujours là. Quelque chose dans son immobilité n'était pas normal. Ce n'était pas l'immobilité de quelqu'un qui essayait de ne pas bouger, mais l'immobilité de quelque chose qui n'avait pas besoin de bouger. Mon premier réflexe fut de faire un signe de la main. Il semblait impoli de ne pas saluer une autre personne ici, au milieu de nulle part. Ma main commença même à se lever. Puis, la voix de Sam résonna dans ma tête. « Ne faites pas attention aux silhouettes en costume noir
à l'extérieur de la gare. Je me suis figé, ma main s'est arrêtée à mi-chemin. L'envie de saluer ou de faire un signe de tête était presque irrésistible, comme une démangeaison impossible à gratter. C'était presque physiquement douloureux de regarder quelqu'un sans lui faire signe. Marcus a fait un signe de tête à l'une de ses silhouettes. Marcus a disparu. J'ai forcé ma main à descendre et je me suis délibérément détourné de la fenêtre. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et j'ai senti la sueur perler sur mon front, malgré la climatisation de la pièce. Je suis retourné à mon poste de travail et j'ai pris le conteneur contenant l'échantillon. Mais mes mains tremblaient. Je sentais son regard posé sur moi. Même si je tournais le dos à la fenêtre, le poids de son attention m'écrasait. Il était conscient. Il savait que je l'avais vu. Pendant l'heure qui suivit, j'essayais de me concentrer sur mon travail, effectuant une analyse de base des échantillons de glace et notant les résultats. Toutes les quelques minutes, je me surprenais à vouloir me tourner vers la fenêtre. À chaque fois, je m'en empêchais. La présence derrière la fenêtre ne faiblissait pas. Tôt dans la journée, j'avais extrait plusieurs échantillons de carottes de la chambre de conservation. Le travail était minutieux et passionnant, exigeant une concentration totale pour éviter toute contamination. Je me suis plongé dans les mouvements précis nécessaires pour extraire les bulles d'air emprisonnées sans en modifier la composition. Le temps s'est écoulé pendant que je travaillais. Le rythme de la procédure scientifique, qui m'a toujours réconforté, a progressivement relégué mon inquiétude au second plan. J'ai oublié la silhouette à l'extérieur. J'ai oublié les avertissements de Sam. J'étais simplement un scientifique faisant ce que j'aimais. Analyser des échantillons qui pouvaient nous aider à comprendre l'histoire du climat de la Terre. Ce n'est que lorsque j'ai remarqué que la lumière changeait que je me suis arraché à mon travail. Le laboratoire s'était assombri. Les fenêtres ne reflétaient plus que la noirceur extérieure. Combien de temps avais-je travaillé? J'ai regardé ma montre. Il était 18h20. J'avais complètement perdu la notion du temps. Règle numéro 2. Ne travaillez jamais dans le laboratoire après la tombée de la nuit. Comme si cette prise de conscience l'avait provoqué, un bruit sourd et étouffé retentit à l'arrière du laboratoire. Je me retournai rapidement, mais ne vis rien. La chambre de conservation ronronnait doucement. L'équipement était silencieux. Un autre bruit. Cette fois, un grattement, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le sol. Il provenait de derrière les armoires de rangement. « Et » ai-je appelé, le regrettant aussitôt. Il n'y eut pas de réponse, mais le grattement s'arrêta un instant, puis reprit. Plus fort cette fois. Je devais partir, immédiatement. Je me suis souvenu que Sam m'avait parlé des règles. Ce n'était même pas des suggestions. C'était une question de survie. J'ai commencé à rassembler mes notes et à éteindre mon équipement. L'ordinateur devait terminer la séquence de sauvegarde avant de s'éteindre. Mais les mains bougeaient plus vite à mesure que les bruyantes devenaient plus distinctes. Quelque chose de métallique était traîné sur le béton. Puis, un bruit sourd, comme des jointures sur du verre, provenant de quelque part dans l'obscurité, à l'arrière du laboratoire. La sauvegarde semblait durer une éternité. Un autre bruit s'ajouta aux autres, un bruit humide et glissant qui me donna la chair de poule. Il se déplaçait d'un côté à l'autre du laboratoire, tournoyant derrière moi. Finalement, l'ordinateur finit de s'éteindre. Je pris mon bloc-notes et me dirigeai vers la porte, essayant de ne pas courir, mais en avançant aussi vite que possible. Les bruits me suivaient, devenant de plus en plus forts et variés. Des grincements métalliques, des coups, des glissements humides, et maintenant quelque chose de nouveau. Un hurlement aigu qui semblait provenir de l'air lui-même. J'ai atteint la porte et j'ai cherché la poignée à tâtons. Derrière moi, quelque chose de lourd est tombé dans un grand fracas. Je ne me suis pas retourné. La porte s'est ouverte et j'ai fait un pas dans le couloir brillamment éclairé.
Le bruit a immédiatement cessé. Le silence était si soudain qu'on aurait dit qu'une pression physique avait été levée. Je me tenais dans le couloir, le dos appuyé contre la porte fermée du laboratoire, respirant difficilement. J'ai attendu quelques minutes, mais aucun bruit ne provenait du laboratoire. Quoi qu'il y ait eu là-bas, cela avait soit disparu, soit cessé. J'ai pensé à retourner vérifier, mais j'ai immédiatement rejeté cette idée. La règle numéro 2 n'existait pas sans raison. Le couloir s'étendait, vide, dans les deux directions. J'aurais dû aller dîner à la cantine, mais mes jambes étaient molles. Je glissais le long du mur jusqu'à m'asseoir par terre, toujours adossé à la porte du laboratoire. Mon pouls ralentit progressivement, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait. Je ne sais pas exactement combien de temps je suis resté assis là, peut-être 20 minutes, avant que Sam n'apparaisse au bout du couloir. Il s'est approché de moi d'un pas régulier et tranquille. Arrivé à ma hauteur, il m'a regardé, assis par terre, puis a regardé la porte du laboratoire derrière moi. « Tu as perdu la notion du temps ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, ne faisant toujours pas confiance à ma voix. Sam n'a pas cherché à connaître les détails. Il ne m'a pas fait la leçon sur les règles. Il m'a simplement tendu la main pour m'aider à me relever, son expression traduisant une compréhension bienveillante. Il était déjà passé par là, soit lui-même, soit avec d'autres chercheurs qui avaient commis la même erreur. « Le dîner est prêt », dit-il lorsque je me relevai. « Tu devrais manger. » Nous nous dirigeâmes en silence vers la salle à manger, laissant derrière nous le laboratoire et son contenu. J'avais toujours dans ma poche la carte plastifiée avec les règles. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas de la superstition. Ce n'était pas des blagues ou des rituels d'initiation. C'était donc des leçons tirées de l'expérience, peut-être payées au prix du sang. Lorsque nous avons tourné au coin de la salle à manger, Sam a enfin repris la parole. « Demain, mettez ton réveil, ne travaille pas après 17h30. » J'ai acquiescé, reconnaissant pour ses conseils pratiques plutôt que pour ses questions sur ce que j'avais entendu. Je ne voulais pas en parler, et apparemment, Sam n'en avait pas besoin. Il savait déjà. « Je le ferai, promis-je. Cela ne se reproduira plus. » Sam me regarda longuement. « Si, cela se reproduira, mais la prochaine fois, tu seras plus rapide. » Le lendemain, je suis retourné au laboratoire, déterminé à rattraper le retard pris après ce qui s'était passé la nuit précédente. Je voulais prouver à Sam et à moi-même que j'étais capable de mener à bien les tâches de recherche de cette station. J'ai réglé mon réveil sur 4 heures, comme Sam me l'avait conseillé, et je l'ai placé à un endroit où je ne pouvais pas le manquer. Mon travail consistait à analyser la composition de l'air provenant de carottes de glace, à extraire des échantillons de gaz emprisonnés depuis des milliers d'années. Le processus exigeait une manipulation prudente et plusieurs solutions chimiques pour détruire la glace sans contaminer les anciennes bulles d'air. J'ai méthodiquement suivi chaque étape, vérifiant 3 fois mes mesures avant de continuer. Vers 2 heures de l'après-midi, mes mains ont glissé alors que je versais l'une des solutions chimiques. Le verre s'est renversé, son contenu s'est répandu sur la table de travail et sur le sol. J'ai juré entre mes dents et j'ai immédiatement attrapé le kit de nettoyage d'urgence qui se trouvait sous l'évier. Sam avait été intransigeant sur les protocoles de sécurité lors de ma formation. Le laboratoire contenait divers produits chimiques qui pouvaient en être dangereux s'ils n'étaient pas manipulés correctement. J'ai enfilé des gants en caoutchouc épais et j'ai mis un masque de protection avant de commencer à nettoyer avec des serviettes absorbantes. Le masque était bien ajusté à ma peau, mais je me suis concentré sur la localisation du produit chimique avant qu'il ne se propage davantage. En appuyant la dernière lingette absorbante sur le sol, j'ai remarqué que le flux d'air à travers mon masque avait changé. Ma respiration était devenue difficile, avec des inspirations courtes et laborieuses.
Je me suis levé pour ajuster le joint autour de mon visage et j'ai senti une petite déchirure dans le caoutchouc du filtre. Le masque était hors d'usage. Je l'ai immédiatement retiré, mais pas avant d'avoir pris plusieurs inspirations profondes de l'air contaminé qui s'échappait par la déchirure. Ma première pensée a été d'aller chercher un masque de rechange dans l'armoire à fourniture. J'ai traversé le laboratoire, déjà pris de vertige. Le produit chimique n'était pas dangereux à court terme. Il était destiné à dissoudre des échantillons de glace. Il n'était pas suffisamment toxique pour causer des dommages irréversibles, mais son inhalation pouvait provoquer des effets secondaires temporaires. Je suis arrivé jusqu'à l'armoire et j'ai cherché le loquet. C'est alors que j'ai remarqué que les murs semblaient les bouger. Pas beaucoup, mais légèrement, comme s'ils respiraient. J'ai cligné des yeux plusieurs fois pour essayer d'y voir plus clair. Ce n'est qu'un produit chimique, me suis-je dit en me penchant à nouveau vers l'armoire. Le masque de rechange était exactement là où il devait être. Je l'ai sorti et l'ai correctement fixé sur mon visage en m'assurant que le joint était intact. Cette fois, l'air frais filtré circulait librement. Mais les hallucinations avaient déjà commencé. Les murs continuaient à vibrer de manière à peine perceptible. Les carreaux blancs du sol se déplaçaient comme des morceaux de glace. Mais ce sont les ombres qui m'inquiétaient le plus. Elles se déplaçaient indépendamment de leur source, glissant sur les surfaces de manière déterminée, sans obéir aux lois de la physique. Je me suis agrippé au bord du bureau pour m'accrocher à quelque chose de solide. La partie logique de mon cerveau savait qu'il ne s'agissait que d'une réaction chimique affectant ma perception visuelle, rien de plus. L'effet allait passer, et c'est alors que je l'ai vu. Dans le coin le plus éloigné du laboratoire, partiellement caché par des armoires, se tenait une silhouette vêtue d'un costume noir. Contrairement à celle que j'avais vue à l'extérieur, celle-ci n'était pas complètement immobile. Sa tête était légèrement inclinée lorsqu'elle me regardait. Le mouvement était si subtil que je l'aurais manqué si je ne l'avais pas regardé directement. Je savais que ce n'était pas réel, cela ne pouvait pas l'être. Les silhouettes en costume existaient à l'extérieur, dans le désert antarctique, et non à l'intérieur de la station. C'était simplement mon cerveau qui reliait mes expériences récentes à mon état actuel, provoqué par les produits chimiques. La voix de Sam résonna dans ma tête. « Ne fais pas attention à eux ». Même s'il s'agissait clairement d'une hallucination, ce conseil semblait pertinent. Je me détournais délibérément et me concentrais sur le nettoyage. L'hallucination persistait dans mon champ de vision périphérique. Chaque fois que je jetais un coup d'œil dans cette direction, la silhouette était toujours là. Pourquoi ? Elle observait, la tête penchée de manière anormale. Lorsque je me détournais complètement, je sentais son regard entre mes omoplates. Je me suis forcé à continuer à travailler. Il fallait éliminer correctement les produits chimiques, nettoyer soigneusement les surfaces et les neutraliser. Je continuais à bouger avec précision, malgré la distorsion de la pièce autour de moi. Le sol semblait onduler à chaque pas, et des ombres tombaient parfois du plafond, s'évaporant avant d'atteindre le sol. Finis simplement le nettoyage, me suis-je dit. L'effet va bientôt passer. Mais les hallucinations s'intensifiaient. La silhouette en costume noir se rapprochait chaque fois que je ne la regardais pas directement. Quand je me retournais, elle se trouvait à un nouvel endroit, toujours en train de m'observer, toujours un peu plus près. J'ai commencé à répéter mentalement des formules chimiques, me concentrant sur la science que je savais réelle, plutôt que sur les visions que je savais irréelles. Dioxyde de carbone, méthane, CH4, oxyde d'azote. Cet exercice mental m'aidait à rester ancré dans la réalité pendant que je travaillais. 2 heures se sont écoulées, ainsi. J'ai rangé et éliminé correctement les matériaux, luttant contre des hallucinations de plus en plus vives. La silhouette en costume restait la vision la plus persistante,
apparaissant à différents endroits du laboratoire, mais toujours dans la même posture, la tête inclinée. Peu à peu, les murs ont cessé de respirer. Les ombres sont revenues à leur place. Le sol s'est durci sous mes pieds. À 4 heures, lorsque mon réveil a sonné, les hallucinations s'étaient en grande partie dissipées. La silhouette en costume noir a été la dernière à disparaître, s'attardant dans un coin du laboratoire jusqu'à ce que j'éteigne l'équipement et me dirige vers la porte. Je suis parti à 5 heures pile, reconnaissant de quitter le laboratoire et ses souvenirs obsédants de ce que j'avais vu. Le couloir semblait rassurant, solide et normal. Je me suis dirigé directement vers les douches où j'ai passé 20 minutes sous l'eau chaude, rinçant tous les résidus chimiques qui pouvaient rester sur ma peau ou mes cheveux. À l'heure du dîner, je me sentais presque normal. J'avais un peu mal à la tête et ma vision était parfois floue sur les bords, mais le pire était passé. Je me suis dirigé vers la salle à manger où Sam était déjà en train de remplir 2 assiettes avec quelque chose qui ressemblait à des pâtes. « Comment ça s'est passé au laboratoire aujourd'hui » m'a-t-il demandé lorsque je me suis assis. « Une petite fuite de produits chimiques, rien de grave. » Il m'a regardé attentivement. « Tu vas bien ? Tu as l'air pâle. » Mon masque s'est cassé pendant le nettoyage. J'ai respiré des vapeurs. Le visage de Sam s'est crispé. Que s'est-il passé ? Je lui ai expliqué que mon masque s'était cassé et que j'avais ensuite eu des hallucinations. J'ai mentionné que j'avais vu les murs bouger et les ombres se comporter bizarrement, mais je me suis interrompu avant de lui parler de la silhouette en costume. Quelque chose m'a poussé à me taire. Cet effet devrait avoir complètement disparu d'ici demain matin, a déclaré Sam en me tendant un verre d'eau. Bois beaucoup. Nous avons mangé dans un silence relatif. Je regardais constamment autour de moi dans la salle à manger, m'attendant presque à voir la silhouette en costume debout dans un coin. La partie rationnelle de mon cerveau savait que les hallucinations avaient cessé, mais un instinct primitif restait en état d'alerte. Sam me parlait de l'inventaire des stocks prévus pour le lendemain lorsque cela s'est produit. L'interphone fixé au mur s'est soudainement mis à grésiller. Après un instant de parasite, une musique s'est mise à jouer. Un jazz lent avec un saxophone mélancolique qui flottait dans les couloirs vides. Règle numéro 4. Si de la musique retentit dans le système de communication interne, trouvez immédiatement un casier ou un espace clos. Sam s'est déplacé à une vitesse impressionnante. L'instant d'avant, il était assis en face de moi. L'instant d'après, il m'avait déjà attrapé par la main et me traînait vers la cuisine. « Dépêche-toi !» siffla-t-il. Sa prise était douloureusement ferme. Je ne lui posais pas de questions. L'urgence dans sa voix déclencha ma propre réaction, frapper ou fuir. Nous nous précipitâmes dans la cuisine, passâmes devant le réfrigérateur et les plaques de cuisson, et nous dirigeâmes vers le grand placard à provisions, dans le coin le plus éloigné. Sam ouvrit la porte d'un coup sec et me poussa à l'intérieur, parmi les balais et les produits d'entretien. Il se glissa derrière moi et referma la porte. Il y avait à peine assez de place pour nous deux. Nous nous tenions poitrine contre poitrine dans l'obscurité totale. Notre respiration était le seul bruit, jusqu'à ce que Sam allume la petite lampe torche de son porte-clés. « Qu'est-ce que... » ai-je commencé à murmurer. « Silence !» m'a interrompu Sam, sa voix à peine audible. Pas un bruit. La musique jazz continuait de jouer dans l'interphone, audible même à l'intérieur de notre cachette. La mélodie était démodée, quelque chose qui aurait pu être populaire dans les années 1940. Les notes flottaient paresseusement dans la gare vide, créant une atmosphère à la fois nostalgique et profondément anormale. Puis, nous avons entendu des pas, lourds et réguliers. Ils se déplaçaient dans la salle à manger où nous étions assis quelques instants auparavant. Ce n'était pas le bruit de chaussures sur un sol métallique.
C'était autre chose. Ce bruit était humide, comme celui de pieds d'eau nus frappant le sol, mais beaucoup plus lourd que ce qu'un être humain pouvait produire. Les yeux de Sam croisèrent dans les miens dans la faible lumière de la lampe torche. Son expression me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était pour cela que nous nous étions cachés. C'était contre cela que les règles nous protégeaient. Les pas s'arrêtèrent. Quelque chose a raclé le sol. Une chaise a été déplacée, puis une autre table. Les bruits de notre dîner interrompus, examinés par ce qui se trouvait à l'extérieur. Un rire étouffé a flotté dans l'air. Il a commencé de manière presque humaine, puis s'est transformé en quelque chose d'autre. Un son qu'aucune gorge humaine ne pouvait produire. Il ondulait sur des octaves impossibles. Parfois plusieurs rires se superposaient, bien qu'ils proviennent d'une seule source. Je me suis appuyé encore plus fort contre la paroi du placard, comme si je pouvais en quelque sorte la traverser. Sam restait parfaitement immobile. Sa respiration était contrôlée et silencieuse. La petite lampe de poche n'éclairait que nos visages, laissant le reste du petit espace dans l'obscurité. Les pas se remirent en mouvement, se rapprochant de la cuisine. Je retins mon souffle. Le jazz continuait à jouer, le saxophone était maintenant accompagné d'un piano qui n'était pas là auparavant. La musique changeait, évoluait au fur et à mesure qu'elle était jouée. Quelque chose de lourd heurta la table de la cuisine. Le verre tinta lorsque des objets furent touchés ou déplacés. Les pas tournaient dans la cuisine, se rapprochant de manière effrayante de notre cachette. Pendant 45 minutes, nous sommes restés dans ce placard, tandis que l'entité se déplaçait dans la gare. Parfois, elle semblait quitter la cuisine, ses pas humides s'éloignant dans le couloir, pour revenir quelques minutes plus tard. Des rires retentissaient périodiquement, chaque fois de moins en moins humains. La musique jazz servait de fond sonore constant, sa mélodie devenant de plus en plus complexe et dissonante au fil du temps. Des notes qui n'auraient pas dû être possibles sur des instruments ordinaires s'entremêlaient à la mélodie originale. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la musique s'est arrêtée. Le silence qui a suivi était absolu. Pas de pas, pas de rire, pas de mouvement. Sam leva la main lorsque je commençais à changer de position, me faisant signe de rester où j'étais. Nous attendîmes dans ce petit placard pendant encore 10 minutes, aucun de nous ne faisant le moindre bruit. Mes jambes étaient engourdies à force de rester debout dans la même position, mais je n'osais pas bouger. Finalement, Sam éteignit sa lampe torche et ouvrit prudemment la porte du placard. Il jeta un coup d'œil, puis sortit de notre cachette. Je le suivis en grimaçant lorsque le sang afflua dans mes jambes engourdies. La cuisine semblait intacte, aucun signe de désordre ou d'intrusion. Nous entrâmes prudemment dans la salle à manger. Nos assiettes du dîner étaient exactement là où nous les avions laissées. Les chaises étaient à leur place. Rien ne semblait avoir été déplacé ou touché. Mais nous avions tous les deux entendu quelque chose. Des pas, des meubles déplacés, des rires. Je regardais Sam, dont les yeux scrutaient méthodiquement la pièce, à la recherche du moindre indice de ce qui s'était passé. Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un silence tendu. Après notre expérience dans le placard de la cuisine, Sam et moi avons mis au point un programme prudent qui minimisait les risques. Je respectais strictement les heures de travail au laboratoire, ne travaillant jamais après 17h30, et nous étions tous les deux sur le qui-vive, à l'affût du moindre bruit ou signe inhabituel. L'incident avec la musique m'avait profondément bouleversé, même si j'essayais de ne pas le montrer. Le matin du 3e jour, j'ai remarqué des nuages sombres s'amonceler à l'horizon. Pendant que je me servais un café, le ciel antarctique, habituellement plat et bleu pâle, est devenu d'un gris sinistre, semblant peser sur la station. « Une tempête approche », a déclaré Sam en apparaissant à côté de moi près de la fenêtre. « Une forte tempête. Comment le savez-vous »
La pression a chuté brutalement pendant la nuit. La direction du vent a changé. Il a tapoté l'écran de la station météo accrochée au mur. Elle nous recouvrira vers midi. J'avais lu des articles sur les tempêtes antarctiques pendant ma préparation pour cette mission, mais lire des articles sur des vents soufflant à 160 km/h est une chose, et se retrouver face à eux en est une autre. Sam a passé la matinée à fixer l'équipement extérieur et à vérifier les systèmes d'urgence pendant que je travaillais dans le laboratoire. À l'heure du déjeuner, le vent s'était considérablement intensifié. Le bâtiment grinçait et gémissait sous les coups des puissantes rafales. La neige fouettait les fenêtres en formant des courants horizontaux, réduisant la visibilité à quelques de mètres. Depuis le laboratoire, je regardais le paysage blanc disparaître derrière un mur de neige tourbillonnante. « Je finirai plus tôt aujourd'hui », m'a conseillé Sam en passant me voir. Pendant ce genre de tempête, l'électricité peut être instable. J'ai suivi son conseil et j'ai terminé mon travail à 2 heures. Je n'avais rien d'autre à faire et la tempête s'intensifiait d'heure en heure. Alors j'ai pris un livre de poche dans ma chambre et je me suis rendu dans la salle commune. Les murs épais atténuaient en grande partie la violence de la tempête, mais j'entendais encore le vent hurler autour du bâtiment. La salle commune était conçue pour le confort. Canapés, fauteuils, télévision et étagères remplies de films et de livres laissés par les chercheurs précédents. Je me suis installé dans l'un des fauteuils près de la bouche d'aération et j'ai ouvert mon livre, un thriller que j'avais apporté de chez moi, mais que je n'avais pas encore commencé. L'histoire ne parvenait pas à retenir mon attention. Toutes les quelques minutes, mon regard se posait sur les fenêtres, désormais complètement recouvertes de neige et de glace. Le bruit du vent changeait constamment, descendant parfois jusqu'à un gémissement grave, avant de monter jusqu'à un sifflement perçant qui faisait trembler les murs. J'essayais de me concentrer sur le livre, mais la tempête accaparait toute mon attention. Et puis, je l'ai entendu. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une autre variation dans le bruit du vent, un son plus aigu qui durait trop longtemps. Mais ensuite, il s'est fait entendre à nouveau, plus distinctement cette fois-ci. C'était un enfant qui pleurait. J'ai posé mon livre et tendu l'oreille. Le vent hurlait. Les fixations métalliques grinçaient. Et puis, sans aucun doute, une jeune voix a appelé « À l'aide, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi ». Je me suis redressé, mon livre oublié sur mes genoux. La voix s'est fait entendre à nouveau, semblant provenir de l'entrée principale, à environ 30 mètres dans le couloir. « J'ai froid. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » La voix appartenait à un petit garçon, peut-être âgé de 8 ou 9 ans. Il semblait effrayé. Ses mots étaient entrecoupés de sanglots qui couvraient le rugissement de la tempête. Mon premier réflexe a été de me lever et d'aller voir quel enfant pouvait bien se trouver dehors dans une tempête antarctique. Cela n'avait aucun sens, mais la voix était si claire, si convaincante dans sa peur. Je me suis levé de mon fauteuil et j'ai fait 3 pas vers le couloir avant de m'arrêter. La règle numéro 5 m'est venue à l'esprit. Ne sortez pas pendant les tempêtes, quoi que vous entendiez. La règle ne mentionnait pas les voix, elle ne mentionnait pas les enfants appelant à l'aide. Mais quelque chose dans la formulation « quoi que vous entendiez » m'a soudain semblé important. S'il vous plaît, je suis tout seul, je ne sens plus mes mains. La voix du garçon s'est interrompue par un nouveau sanglot. Je restais figé dans l'embrasure de la porte de la salle commune, déchiré entre la réalité impossible de l'enfant à l'extérieur et l'avertissement de Sam concernant les règles. Mes yeux se posèrent sur le couloir menant à l'entrée principale. Elle restait fermée, bien à l'abri de la tempête. Peut-être que Sam l'avait entendu aussi. Peut-être était-il déjà en train de vérifier. Je devais d'abord le trouver. Je suis retourné dans la salle commune et j'ai pris la radio sur la station de recharge. Nous les portions pour communiquer à l'intérieur du bâtiment. « Sam, tu es là ?
Après un moment de silence, j'ai entendu sa voix. « Que se passe-t-il ? Tu entends quelque chose d'inhabituel ? » Pause. « Par exemple ?» J'hésitais. « Par exemple, quelqu'un à l'extérieur, près de l'entrée principale. » La radio resta silencieuse si longtemps que je pensais qu'il l'avait éteinte. Finalement, sa voix revint, grave et sérieuse. « Où es-tu ? » ?»« Dans la salle commune. »« Reste là, ne t'approche pas de l'entrée. Ne réponds à rien de ce que tu entendras. » La radio s'est éteinte. Je restais debout, la serrant dans ma main, quand la voix de l'enfant s'est fait entendre à nouveau, plus forte cette fois. « Il y a quelqu'un. Je vois de la lumière. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais mourir ici. » Je me suis rassis dans mon fauteuil, serrant la radio dans ma main. La voix était si réelle, si pleine d'horreur et de désespoir authentique. Comment pouvais-je rester assis là, sans rien faire, s'il y avait la moindre chance que quelqu'un soit vraiment là? Mais c'était l'Antarctique. Nous étions la seule station de recherche à plus de 100 miles à la ronde. Il n'y avait pas de colonie, pas de population indigène, et certainement pas d'enfants. La partie logique de mon cerveau le savait, mais la partie émotionnelle réagissait à la souffrance sincère dans cette jeune voix. 10 minutes se sont écoulées, et les supplications de l'enfant sont devenues de plus en plus désespérées. Puis une autre voix s'est jointe à lui, celle d'un homme adulte, dont le ton était autoritaire mais tendu. Ici le docteur Lawson, du groupe de recherche norvégien. Nous avons une urgence médicale. Notre véhicule s'est écrasé à 2 miles au sud de votre position. Nous avons des blessés, dont un enfant. J'étais sur des charbons ardents. L'homme a continué à donner des détails sur leur accident présumé, mentionnant des blessures spécifiques, l'équipement nécessaire, les coordonnées de leur emplacement. Son vocabulaire était technique et précis, exactement ce que l'on attend d'un chercheur dans une situation d'urgence. Une troisième voix s'est jointe à eux, cette fois-ci féminine, affirmant également appartenir à l'équipe norvégienne. Elle citait des noms précis, demandait des équipements médicaux spécifiques. Sa voix se brisait dans ce qui semblait être de véritables sanglots. Pendant plus d'1 heure, je suis resté assis à écouter cet incroyable chœur de voix. Il savait bien des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Les protocoles de la station, les types d'équipements, même le nom de Sam. À un moment donné, ils ont tour à tour supplié, exigé, persuadé, leur stratégie évoluant comme s'ils apprenaient dans ce qui pouvait le mieux fonctionner pour forcer quelqu'un à ouvrir la porte. Je serrais la radio comme une bouée de sauvetage, mais Sam n'appelait plus. Les voix poursuivaient dans leur campagne impitoyable, s'éteignant parfois, comme si elles se retiraient dans le désespoir, puis revenant avec une force nouvelle et des approches différentes. L'enfant était le plus difficile à ignorer. Ses pleurs s'affaiblissaient avec le temps, ses supplications devenaient de plus en plus déchirantes. « S'il vous plaît, je ne sens plus rien. Pourquoi ne m'aidez-vous pas ?» Je me suis bouché les oreilles, mais la voix traversait même cette barrière. Elle ne venait plus seulement de l'entrée. Il semblait m'entourer, comme si l'enfant se tenait juste à côté de mon fauteuil et me murmurait directement à l'oreille. « Je sais que tu m'entends. Pourquoi me laisses-tu mourir ?» J'ai attrapé mon livre et j'ai couru hors de la salle commune, me dirigeant vers les profondeurs de la station. Les voix me suivaient. Elles semblaient reprovenir de chaque mur, de chaque bouche d'aération, de chaque coin sombre. Je me suis retrouvé dans ma cabine, assis sur mon lit, le dos contre le mur, les genoux repliés contre ma poitrine. La tempête a fait rage toute la nuit. Les voix ont continué pendant des heures, avant de s'éteindre finalement vers minuit. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis, à écouter le vent, et à me demander ce qui se serait passé si j'avais ouvert cette porte. Le matin est arrivé avec un silence inattendu. La tempête s'était calmée aux petites heures du matin, laissant derrière elle un calme inquiétant.
Je suis sorti de ma chambre, les yeux rougis par le manque de sommeil, et j'ai trouvé Sam dans la salle à manger, en train de préparer le petit déjeuner. « Nuit difficile ?» m'a-t-il demandé en remarquant mon air épuisé. J'ai acquiescé. Les voix, elles peuvent être insistantes. Il a posé une tasse de café devant moi. La première tempête est toujours la plus difficile. Comment faites-vous pour y faire face? On s'y habitue, en quelque sorte. Sam s'est servi une tasse de café. Mangez, j'ai quelque chose à vous montrer. Après un petit déjeuner rapide, Sam m'emmena vers l'entrée principale. Il ouvrit le sas et nous sortîmes dans la rue, sous un soleil éclatant de ce matin antarctique. La tempête avait laissé d'énormes congères contre les murs de la station, mais l'air était parfaitement calme et le ciel clair et bleu pâle. Sam s'est éloigné de 3 mètres de l'entrée et s'est arrêté. « Regarde autour de toi. Que vois-tu » J'ai examiné attentivement les environs. La neige fraîche recouvrait tout, intacte, à l'exception des 2 paires d'empreintes que nous venions de laisser. « Rien, ai-je répondu. Seulement de la neige. » Exactement. Sam désigna l'endroit juste devant la porte principale. Si quelqu'un était venu ici la nuit dernière, un enfant, une équipe de chercheurs norvégiens, n'importe qui, il y aurait des traces, des empreintes de pas, du matériel, quelque chose. Je fixai la couverture de neige immaculée. Il n'y a jamais eu personne ici. Jamais. Sam avait l'air sombre. Mais ils semblent sont réels, n'est-ce pas? Ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Ils disent exactement ce qu'il faut pour vous convaincre d'ouvrir cette porte. Nous sommes retournés à l'intérieur. Je me suis senti mal à l'idée d'avoir été si près de réagir à ces voix, tant leurs supplications étaient convaincantes. « Qu'est-ce que c'est » ai-je finalement demandé pendant que nous retirions nos vêtements. Sam a secoué la tête. Ce genre de questions n'aide pas ici. Ce qui importe, c'est ce qui se passe si tu enfreins les règles. Plus tard dans la journée, je classais des données dans la salle des communications lorsque la console radio se mit à grésiller. Une voix se fraya un chemin à travers les parasites, urgente et professionnelle. Transmission urgente à la station de recherche Antarctique 4. Ici la base de recherche Nord. 6. Nous avons une situation qui nécessite une aide immédiate. Veuillez répondre. J'ai hésité, me souvenant des voix de la nuit dernière. Mais c'était différent. Il s'agissait d'une véritable transmission par les canaux officiels et non de voix derrière la porte. Je me suis approché de la console et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. Ici, la station de recherche Antarctique 4. Nous vous recevons. Nous avons une défaillance critique du système de confinement, a poursuivi la voix. Fuite d'un produit chimique dangereux, composé XRN77. Nous avons besoin d'une évacuation immédiate. Nos coordonnées sont 82 et 9 de latitude sud, 56 et 7 de longitude est. Pouvez-vous envoyer des secours? Le message semblait plausible, clair, professionnel et conforme au protocole en vigueur. Je pris la carte de la station pour vérifier les coordonnées et voir s'il y avait des bases de recherche connues dans les environs. Station 4, vous m'entendez? Nous avons du personnel qui a été exposé au composé. La situation est critique. Veuillez confirmer votre aide. Quelque chose n'allait pas. La voix était trop lisse, les détails trop commodes. Je me suis souvenu de l'avertissement de Sam concernant la vérification des messages. « Attendez » ai-je répondu. « J'attends l'autorisation. » J'ai utilisé ma radio pour appeler Sam. À la salle de communication, immédiatement. Lorsque Sam est arrivé 1 minute plus tard, la voix continuait de parler. Les demandes d'aide devenaient de plus en plus insistantes. Fuite de produits chimiques à la base de recherche Nord 6, ai-je expliqué en montrant la radio. Ils demandent de l'aide pour l'évacuation, ils ont donné les coordonnées et les détails de la fuite. Sam écouta la transmission pendant moins de 10 secondes
avant de tendre la main et d'éteindre la radio. Son visage se figea dans une expression que je commençais à reconnaître, une colère contrôlée, masquant la peur. « Il n'existe aucune base de recherche, Nord 6, dit-il d'une voix calme. Et les coordonnées ? 82 et 9 Sud, 56 et 7 Est, c'est au milieu de nulle part. Ni station de recherche, ni campement. Rien. » Sam tapota la console. « Et la connexion XRN 77 n'existe sur aucun site antarctique. Ce n'est pas une véritable désignation chimique. » Les conséquences me parvinrent lentement. C'est encore eux, comme des voix dans la tempête. Sam acquiesça. Ils essaient donc différentes approches. Parfois, ce sont des voix extérieures, parfois de fausses de transmission. Ils apprennent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il me regarda avec la même intensité que lorsqu'il m'avait expliqué les règles pour la première fois. Ils sont persévérants et patients. Que se passerait-il si nous nous rendions à ces coordonnées? Nous ne reviendrions pas. La réponse de Sam était simple et assurée. Personne ne revient jamais. La radio resta silencieuse après que Sam l'eut rallumée. Quelle que soit la source du faux signal de détresse, elle avait abandonné. Pour l'instant. Je regardais la console silencieuse, me demandant combien d'autres tentatives il y aurait pendant mon séjour à la station. Combien de stratégies différentes ces entités allaient en essayer. Sam vérifia les systèmes pour s'assurer que la transmission n'avait déclenché aucune réponse automatique ni aucune alerte. Satisfait que tout était en sécurité, il se prépara à quitter la salle des communications. « Vérifie toujours », m'a-t-il rappelé. « Consulte-moi toujours avant de répondre à une transmission provenant d'une autre base. Elles semblent peu convaincantes, car elles sont conçues pour l'être. » J'ai acquiescé, toujours les yeux rivés sur la radio silencieuse. Le caractère calculé de ces tentatives m'inquiétait le plus. Les voix à l'extérieur changeaient d'onde de tactique au fil du temps. La transmission radio utilisait les protocoles et la terminologie appropriée. Ce n'étaient même pas des phénomènes aléatoires, c'étaient des stratégies intelligentes. « Ils vont réessayer », dit Sam depuis l'embrasure de la porte, lisant dans mes pensées. Une autre approche, une autre histoire, toujours dans le même but. Pour que nous quittions la station, ai-je conclu, ou pour que nous laissions entrer quelque chose. La voix de Sam était calme, mais ferme. Quoi qu'il en soit, nous suivons les règles. Nous survivons. Alors que ma mission de 2 mois à la station touchait à sa fin, les affrontements s'intensifiaient. Ce qui avait commencé par des incidents isolés s'était transformé en une attaque constante contre nos sens et notre bon sens. Je rayais les jours sur mon calendrier avec autant d'espoir que de crainte. L'espoir d'atteindre le jour de l'évacuation. La peur de ce qui pourrait arriver avant. Le premier signe d'escalade est apparu exactement 10 jours avant mon départ prévu. J'étais en train d'analyser des données dans le laboratoire lorsque j'ai levé les yeux et remarqué quelque chose d'inhabituel par la fenêtre. Une silhouette vêtue d'un costume noir se tenait dans la neige à environ 50 mètres, face à la station. En soi, cela n'avait rien d'inhabituel, j'en avais déjà vu auparavant. Ce qui m'a fait sursauter, c'est la deuxième silhouette qui se tenait à 30 mètres à gauche de la première. Puis j'ai remarqué une troisième et une quatrième. J'en ai compté 7 au total, disposés en demi-cercle autour de notre bâtiment. Chacun portait le même costume noir. Chacun se tenait parfaitement immobile. Chacun faisait face à la gare. Je me suis immédiatement détourné, me souvenant de la première règle. 7. Il n'y en avait jamais eu plus d'un auparavant. J'ai continué à travailler, luttant contre l'envie de regarder à nouveau. Quand j'ai finalement jeté un coup d'œil 1 heure plus tard, ils étaient toujours dans la même position. Ils sont restés là toute la journée, immobiles, indifférents au froid glacial et au vent. J'en ai parlé à Sam pendant le dîner. 7 d'un coup,
dit-il, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. C'est nouveau. C'est mauvais? Il posa sa fourchette. Cela signifie qu'il s'intéresse davantage à la station, à vous. La façon dont il le dit me donna un serrement d'estomac. Pourquoi moi? Vous partez bientôt, ils le savent. Sam reprit sa fourchette. Les règles fonctionnent parce qu'elles créent des limites. Lorsque les limites changent, par exemple, lorsque quelqu'un part, elles deviennent plus actives. Si cela s'est déjà produit auparavant? À chaque fois. Son expression restait neutre, mais il y avait dans ses yeux quelque chose que j'avais appris à reconnaître comme une peur maîtrisée. Suivez simplement les règles, encore 9 jours. Cette nuit-là, je me suis réveillé au son d'un bourdonnement provenant de l'équipement. Mon réveil indiquait 3h27 du matin. Le bruit provenait du laboratoire. Je me suis levé et j'ai entrouvert la porte pour écouter. Le bourdonnement était rythmé et mécanique, exactement comme celui émis par l'équipement d'extraction de carottes de glace lorsqu'il fonctionnait. Mais cet équipement devait être activé manuellement selon une séquence de démarrage complexe. Il ne pouvait pas se mettre en marche tout seul. Sam apparut dans le couloir, entièrement habillé malgré l'heure tardive. Il se dirigea d'un pas décidé vers le laboratoire, puis s'arrêta lorsqu'il m'aperçut. « Restez dans votre chambre », dit-il doucement. « Verrouillez la porte. » J'acquiesçai et reculai, verrouillant la porte derrière moi. À travers le mur, j'entendais Sam se diriger vers le laboratoire. Le bourdonnement a duré quelques minutes, puis s'est arrêté brusquement. Un silence pesant s'est installé. Assis sur mon lit, j'attendais, comptant les minutes dans ma tête. 23 minutes plus tard, les pas de Sam sont revenus dans le couloir. Il a frappé doucement à ma porte. Quand j'ai ouvert, son visage semblait plus âgé qu'au dîner. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. Tout fonctionnait dans le laboratoire, absolument tout, chaque appareil, même les systèmes de secours. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Sam s'est appuyé contre le montant de la porte. J'ai tout éteint et coupé le relais d'alimentation principal dans l'aile du laboratoire. Nous le rétablirons demain matin. Que faisait-il? Les machines. Elles de traiter des échantillons de carottes de glace. Elles de lancer des protocoles d'analyse. Il fit une pause. Elles envoyaient des données. Où envoyait-il les données? Sam secoua simplement la tête. Dormez si vous le pouvez. Je vais monter la garde. Le lendemain matin, nous avons rétabli l'alimentation électrique dans le laboratoire et n'avons rien trouvé d'inhabituel. L'équipement fonctionnait normalement en mode manuel. Les journaux de données ne contenaient aucune trace d'activité nocturne ou d'informations transmises, mais nous savions tous les deux ce que nous avions entendu. 2 jours plus tard, la musique a de nouveau retenti dans l'interphone. À des heures étranges, nous nous cachions dans des placards ou des réserves, écoutant les pas humides qui se déplaçaient dans la station. La première fois, cela s'est produit pendant le petit déjeuner. La deuxième fois, j'étais sous la douche. Le plus inquiétant, c'est qu'elle a joué 3 fois en l'espace de 24 heures, ce que Sam n'avait jamais vu auparavant. « Il teste les limites », expliqua-t-il après notre 3e sortie de nos cachettes. « Ils veulent mettre voir combien de temps nous tiendrons le coup. Et si cela continue? Et si elle continue à jouer sans arrêt? Cela n'arrivera pas. Même eux ont des limites. » Sam regarda sa montre. Encore 7 jours. Les faux messages sont également devenus plus sophistiqués. Une voix a appelé, prétendant provenir de mon université, et m'a dit que ma mère était dans un état critique après un accident de voiture. Ils avaient des détails qu'aucun étranger n'était censé connaître. Son nom, son adresse, même la marque de la voiture qu'elle conduisait. La voix m'a demandé de confirmer mon identité afin qu'ils puissent organiser un transport d'urgence vers mon domicile. Une autre fois, quelqu'un qui semblait être un officier militaire nous a contactés au sujet d'un système météorologique imminent, d'une puissance destructrice sans précédent,
et nous a ordonné d'évacuer immédiatement vers un site de secours dont il nous a fourni les coordonnées. Chaque message contenait des détails précis destinés à créer un sentiment d'urgence, à nous pousser à agir sans réfléchir. À chaque fois, Sam et moi avons vérifié les informations sur des canaux séparés et n'avons trouvé que le silence à l'autre bout du fil. « Il s'améliore dans ce domaine », a fait remarquer Sam après que nous ayons démasqué un appel particulièrement convaincant concernant une violation du confinement dans une station russe voisine. Ils sont plus précis, plus personnels. 5 jours avant mon départ, je me suis réveillé et j'ai découvert que mes notes de recherche sur la table avaient été déplacées. Les papiers étaient bien triés en piles, bien ordonnés. Certaines pages étaient placées sur le dessus. Toutes les pages contenant des informations sur l'emplacement où nos échantillons de carottes de glace avaient été prélevés. La même nuit, j'ai entendu un grincement dans les murs de ma cabine. D'abord faible, puis plus fort, se déplaçant en cercle. Les bruits ont continué pendant des heures, ne s'arrêtant que lorsque la lumière du matin s'est glissée sous ma porte. 4 jours avant notre départ, nous avons découvert que tous les robinets de la station fonctionnaient en même temps. Personne ne les avait ouverts. 3 jours avant notre départ, le système de contrôle de la température est tombé en panne, faisant chuter la température intérieure à près de 0, avant que Sam ne parvienne à le réinitialiser manuellement. 2 jours avant mon départ prévu, les lumières ont commencé à clignoter de manière répétitive. Il ne s'agissait pas de sauts de tension aléatoires, mais de séquences répétitives et significatives. Court, court, long, court, court, long. Comme si quelque chose essayait de communiquer. À chaque incident, le visage de Sam devenait de plus en plus ridé. Il dormait moins, vérifiait sans cesse les protocoles de sécurité, s'assurait que nos radios étaient liées toujours chargées. Il avait déjà vécu cela auparavant, mais jamais, avoua-t-il, avec une telle intensité. « Ils veulent donner quelque chose », dit-il lors de mon avant-dernière nuit, alors que nous étions tous les deux assis dans la salle commune avec des tasses de café refroidies. Quelque chose de précis. Si je savais quoi, je pourrais peut-être les arrêter. Il regarda vers la fenêtre où, même à cette heure, 3 silhouettes vêtues de costumes noirs se tenaient debout et observaient dans le crépuscule éternel de l'été antarctique. Tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent entrer, ou bien ils veulent donc que nous sortions. Dans tous les cas, nous sommes de perdants. Le dernier jour, j'ai emballé mon matériel de recherche et mes effets personnels pendant que Sam préparait les rapports de départ nécessaires. L'hélicoptère était prévu pour 14 heures, si le temps le permettait. Une réserve éternelle en Antarctique. J'ai trouvé Sam dans la salle des communications où il finalisait la confirmation de mon transport. Il a levé les yeux lorsque je suis entré. Tout est emballé, j'ai acquiescé. Presque. Il m'a tendu une enveloppe scellée. Vos instructions de départ. Ne l'ouvrez pas avant d'être à au moins 1000 km d'ici. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Qu'y a-t-il dedans? Du contexte, des explications, tout ce que nous avons. La voix de Sam était calme, mais sérieuse. Et un avertissement, une autre règle, la plus importante. Il se tourna vers moi. Ne parlez jamais de ce qui s'est passé ici, ni des détails spécifiques, ni des régularités, ni des règles. Pourquoi pas? Parce que les discussions à ce sujet semblent les attirer. Ses yeux rencontrèrent pour les miens. Les gens qui discutaient des détails. Après, on signalait des phénomènes similaires qui commençaient à se produire autour d'eux, où qu'ils se trouvent, comme si le fait d'en parler ouvrait la porte. Vous pensez qu'ils me suivront chez moi? Je pense qu'ils finiront par vous trouver. Sam regarda sa montre. Votre transport devrait être à l'heure. Le temps est clair. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les derniers protocoles. J'ai transféré toutes mes données de recherche sur des serveurs sécurisés
ne quittant la station qu'avec des copies physiques de mes notes personnelles. Tout devait être pris en compte, documenté, signé. À 13h45, nous avons entendu le bruit lointain des hélices d'un hélicoptère. Ponctuel. Sam m'a aidé à porter mon équipement jusqu'à l'entrée principale. Nous avons enfilé nos vêtements d'hiver, en silence. La routine était si familière qu'elle ne nécessitait aucune discussion. Dehors, le paysage antarctique s'étendait, immense et blanc, sous un ciel pâle. L'hélicoptère qui approchait n'était qu'un point noir à l'horizon, grossissant à chaque minute. « Merci », ai-je dit en me tournant vers Sam. « Merci de m'avoir sauvé la vie. » Il a hoché la tête. « N'oubliez pas les règles, même après votre départ. »« Et vous ?» demandai-je. « Quand votre remplaçant arrivera-t-il ?»« Dans 3 semaines, peut-être 4. Tout seul avec eux. Je m'y suis habitué. » Il regarda la neige. « De toute façon, il se calme généralement après le départ de quelqu'un. Les frontières se stabilisent à nouveau. » Le bruit de leur hélicoptère se faisait de plus en plus fort. Sa silhouette était désormais clairement visible. Sam tendit la main et nous nous serrâmes la main, un geste formel qui résumait en quelque sorte tout ce que nous avions vécu ensemble. Lorsque l'hélicoptère atterrit à 50 mètres de l'entrée, je rassemblai mes sacs et me dirigeai vers lui. Le pilote me fit signe de me dépêcher. Il ne coupe jamais les moteurs pendant l'atterrissage, afin de minimiser le temps passé au sol. Je jetai un dernier regard en arrière lorsque j'arrivai à l'hélicoptère. Sam se tenait à la porte de la station, silhouette solitaire devant le grand bâtiment. C'est alors que je les ai remarqués. Les silhouettes en combinaison noire étaient datées de retour. Pas 7 cette fois, mais des dizaines, formant un cercle complet autour de la station, chacune parfaitement immobile, le visage tourné vers l'intérieur, observant. Je suis monté à bord, rangeant rapidement mon équipement dans le compartiment prévu à cet effet. Le pilote m'a fait un signe du pouce et a immédiatement commencé la procédure de décollage. À travers la fenêtre, j'ai vu Sam lever la main en signe d'adieu, puis reculer à l'intérieur de la station, refermant derrière lui la lourde porte. Alors que nous prenions de l'altitude, je pouvais voir toute la station d'en haut. Le bâtiment principal, les équipements de surveillance de l'atmosphère, les générateurs de secours, et tout autour, des silhouettes en combinaison noire, restant immobiles dans leur cercle parfait, même lorsque la neige soulevée par les hélices de l'hélicoptère tourbillonnait autour d'elle. Nous avons brusquement viré vers le nord et j'ai regardé la station de recherche antarctique rapetisser sous nos yeux. Sam était là-bas, seul avec ses créatures, pour encore 1 mois, suivant les règles, survivant, attendant l'arrivée du prochain chercheur pour recommencer le cycle.